Donc ce débat, en fait, il fait suite à cette brochure qu'on a éditée en novembre-décembre 2022 au niveau des équipes populaires et qui interrogeait la notion de territoire. En fait, dans cette brochure, on présente une série de projets qui ont pour point commun en fait que le territoire, l'étude du territoire est un peu leur point de départ. On y parle des ZAD, les zones à défendre que vous connaissez. Les citoyens s'organisent et occupent même un espace pour le défendre, des territoires qui sont risquent d'être bétonisés, qui risquent d'être transformés en aéroports, etc. On y parle aussi de ceinture alimentaire, où ben là, ce sont les villes qui s'organisent pour essayer de relocaliser une production agricole, en vue de relocaliser un peu l'agriculture et de pouvoir faire vivre, nourrir les grandes villes. Et en fait, on a découvert, même si on connaissait déjà ce concept de territoire zéro chômeur, que cette approche par territoire valait aussi pour la question de l'emploi et qu'elle était très intéressante. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser ce débat, c'est pour en savoir un peu plus sur cette notion de territoire zéro chômeur. Parce qu'il faut dire que la situation de l'emploi actuelle, elle est pas glorieuse, elle est compliquée. On a d'une part, on observe des burn-out en cascade, des démissions aussi qui se multiplient dans certains secteurs, des gens qui souffrent au travail, qui cherchent du sens dans leur travail, des gens qui sont privés d'emploi depuis trop longtemps, des gens qui sont même exclus du chômage, et d'autres qui sont exclus de tout, qu'on retrouve nulle part, qui sont sortis des radars, qui n'ont pas droit au chômage, qui ne rentrent plus dans aucune case et qui ne font absolument pas valoir leurs droits. Et face à tous ces gens, on a aussi des entrepreneurs qui ont de plus en plus du mal à recruter. Et donc on ne comprend pas quelque part, cette situation est quand même très complexe. Et au milieu de tout ça, on voit que cette notion de territoire zéro chômeur, elle vient un peu tout bousculer, secouer les lignes, faire bouger les lignes. Elle vient interroger le sens du travail, le droit du travail, le droit au travail. Et elle vient un peu bousculer toute la logique des politiques d'activation de chômage, d'activation des chômeurs. Puisque l'idée du territoire zéro chômeur, c'est que, quelque part, les personnes privées d'emploi pensent, réfléchissent aux emplois à créer sur leur territoire en fonction des besoins identifiés et participent à la création de ces emplois. Donc c'est quand même renverser un peu la vapeur. Et on se dit, finalement, ces territoires zéro chômeur viennent peut-être aussi redonner un peu confiance aux gens, peut-être redonner confiance dans les institutions. On sait depuis des années qu'il y a une perte de confiance entre les citoyens et les institutions. C'est peut-être un des outils qui permettrait de redonner un peu confiance. Ça permet de créer des emplois à plus-value sociale et environnementale. Et donc, on se dit que ça valait la peine de s'y attarder un petit peu. Donc, on a invité 2 intervenants aujourd'hui, vu que le projet il est né en France. Il a été mis en place par ATD Quart Monde, déjà depuis quelques années. Et il fait petit à petit, il fait des petits en Belgique. Donc, il y a un projet, il y a quelques expérimentations qui ont déjà eu lieu en Belgique. Et il y a eu un appel à projet du Fonds social européen l'année passée, dans l'objectif de créer 20 territoires zéro chômeur en Belgique. On va voir qu'on n'y est pas encore tout à fait, que les projets ont été rentrés, mais ils attendent encore des réponses, je pense, pour être analysés et pour être mis en place. Et donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui avec nos 2 intervenants, c'est de voir d'où vient ce projet, pourquoi il est né, comment il est né, quelle est un peu son essence et son objectif fondamental. Et puis, on va essayer de voir un peu les particularités françaises et belges, voir un peu la différence entre les deux et voir si on est sur la bonne voie en Belgique ou s'il y a beaucoup d'attention à avoir pour que le projet garde son objectif de départ. Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. André Deneyer, qui est président d'ATD Quart Monde Belgique, et qui va pouvoir un peu faire le lien avec tout le projet ATD Quart Monde France. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir M. Mika Chicha, qui vient du service d'études de la CSC Wallonne et francophone, et qui pourra aussi expliquer la place des corps intermédiaires dans ce type de projet, et nous donner un peu le regard des syndicats. Donc, comme on n'est pas nombreux, je propose aussi que ça puisse être interactif, qu'on puisse réagir chacun quand on le souhaite. Mais j'ai envie de donner d'abord la parole à M. Deneyer pour qu'il puisse nous expliquer un petit peu, ce projet de territoire zéro chômeur, il est né en France. Il y a eu des expérimentations, des projets déjà développés depuis 2016, si je ne me trompe pas, même peut-être déjà avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment il est né ce projet, comment il s'est développé, dans quel cadre, et le public qui est ciblé,
les types d'emplois qui sont créés et un peu toute la philosophie sous-jacente au projet qui à mon sens, est fondamentale. Je vous laisse la parole pendant un quart d'heure, 20 minutes, et puis on interagit. D'accord. Ça va? Merci. Bien, bonjour à tous. Donc ce projet est né quelque part de la rencontre entre Patrick Valentin et le mouvement ATD Quart-Monde en France. Patrick Valentin est un promoteur dans l'économie sociale, surtout occupé avec l'inclusion des personnes handicapées. Et déjà en 1994, il avait fait une étude de faisabilité sur un projet visant à proposer du travail à chaque chômeur de longue durée dans sa commune de Seiche-sur-Loire. Mais à l'époque, faute de financement, ce projet n'a jamais pu se voir. Mais il restait donc avec cette idée et le mouvement ATD Quart-Monde, depuis son origine, œuvre avec les personnes les plus éloignées de l'emploi et les autres acteurs concernés pour que tous ceux qui souhaitent travailler puissent accéder à un emploi décent. Et donc, dès ATD Quart-Monde a d'ailleurs créé une entreprise une entreprise solidaire d'un genre nouveau qui a travaillé à prendre ensemble, TAE, en abrégé, à Noisy-le-Grand, et qui a pour vocation justement d'inclure des personnes très éloignées de l'emploi dans le travail. Et déjà donc depuis 2011, ATD Quart-Monde avec Patrick Valentin a défendu l'idée d'un dispositif territoire zéro chômeur, et c'est pour cela associé avec d'autres associations. Donc il y a une période de 2011 à 2015-2017 qui a visé à défendre cette idée, de la développer sur papier et de faire du lobbying auprès des politiciens et ça aboutit à une première loi qui a été votée en 2017 qui a permis l'expérimentation de 10 territoires en France. Et donc, les premières entreprises à but d'emploi, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, ont été créées en 2017 et ont commencé à engager des gens. Il y a une association qui est Territoire Zéro Chômeur de longue durée qui a été créée en France, qui reprend à d'aider les autres partenaires et des autorités également, et qui a pour but de promouvoir et de défendre l'idée des territoires zéro chômeur. Donc c'est plus ATD en soi-même qui le fait, mais c'est plus à travers l'association Territoire Zéro Chômeur. Donc en 2020, fin 2020, il y a eu une seconde loi qui a été votée et qui a permis l'extension à 50 nouveaux territoires. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il y a une quarantaine de territoires qui sont reconnus, donc 10 qui ont commencé en 2017 et une quarantaine ici ces derniers mois. Alors, le plaidoyer d'ATD est essentiellement construit à partir de l'expérience et des réflexions des personnes en situation de grande pauvreté que nous appelons nos militants, et ce à travers un travail d'éducation permanente. Alors leur vécu, c'est que la plupart d'entre eux n'ont jamais eu accès à un emploi décent. Alors si on voit un peu leurs expériences, ils font de formation en formation sans que ça aboutisse à quelque chose, toujours avec l'espoir d'avoir un emploi, mais après une formation, il faut une autre formation. Ils peuvent éventuellement, certains font un article 60 qui les mène au chômage, et puis après quelques mois, ils se retrouvent exclus du chômage et retournent à la case départ. Il y en a certains qui travaillent en ALE pour quelques heures par mois pour avoir un petit supplément
au chômage ou au RIS, au revenu d'intégration sociale. Ils font des stages en entreprise de travail adapté, mais bon, ils n'arrivent pas toujours à suivre le rythme imposé ou la qualité imposée, et donc ça n'aboutit généralement pas à l'embauche. On finit par souvent faire du bénévolat gratuitement ou avec une petite indemnité, mais c'est pas ça ce qu'on appelle un travail qui permet de faire des perspectives d'avenir. Il y a même au niveau du chômage, on a défini, au niveau du forum, on a défini plusieurs catégories. Et il y a la catégorie des MMPP, des gens avec des problèmes médicaux, mentaux, psychologiques, psychiatriques, et qui sont considérés quasiment comme des inemployables. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est partir du principe que personne n'est inemployable. Tout le monde peut faire quelque chose, mais ça suppose qu'on adapte le travail aux compétences et aux disponibilités des personnes. Et donc, un premier aspect des territoires zéro chômeur, c'est de partir des compétences et des aspirations des personnes privées d'emploi et de partir de là. Alors, autre constat, quand on parle on travaille avec les gens, c'est que, avec nos militants, c'est qu'ils disent qu'il y a plein de choses qu'ils voient de tas de travaux qui seraient utiles à faire, mais qui ne se font pas parce que soit ce n'est pas un travail rentable, soit il n'y a pas de finances au niveau de l'État pour les faire. Et donc, il y a ce sentiment que ce n'est pas le travail qui manque, et quand on questionne les gens, on trouve des choses qui sont utiles pour le territoire. Alors il y a un troisième principe, ce n'est pas l'argent qui manque. ATD a fait une étude, déjà une première étude en 2015, qui a montré que le coût de la privation de l'emploi est équivalent au coût de faire travailler les gens dans une entreprise à but d'emploi. Quand on voit le coût de la privation de l'emploi, c'est l'allocation qu'on verse aux personnes, mais c'est aussi le coût de l'accompagnement, le manque à gagner au niveau des cotisations sociales et de l'impôt, et aussi tous les coûts indirects, que ce soit des problèmes de santé, de délinquance ou d'éducation des enfants. Donc, se baser sur ces trois principes, si une personne est inemployable, ce n'est pas le travail qui manque et ce n'est pas l'argent qui manque. Alors, une autre caractéristique importante du territoire zéro chômeur, c'est le fait qu'on se situe presque dans un troisième axe. On connaît les emplois du secteur privé, basés sur la loi de l'offre et de la demande et de la concurrence. Il y a les emplois du domaine public, financés par l'État. Et on voudrait voir ici l'emploi géré comme un commun. C'est une troisième manière de voir les choses. Et ça réfère aux théories économiques qui classent les biens et les services en 4 catégories, les biens privés, publics, les communs et les clubs. Un commun est une ressource gérée par une gouvernance collective qui en organise le droit d'accès entre les parties prenantes et qui vise une exploitation ordonnée de la ressource en permettant sa préservation et sa reproduction. Donc c'est une gouvernance collective. Et c'est pour ça que tout est basé sur un territoire où des acteurs du territoire, aussi divers soient-ils, que ce soit les pouvoirs publics,
les associations, les entrepreneurs, les personnes privées d'emploi aussi prennent part. Et donc, une des caractéristiques des territoires zéro chômeur, c'est qu'on crée un comité local pour l'emploi qui regroupe tous ces acteurs qui sont motivés pour réaliser le projet Territoire zéro chômeur. Autre chose qui nous est très important, c'est le principe d'exhaustivité. Le but est, nous partons sur un territoire qui occupe en France entre 5 000 et 10 000 personnes. L'objectif du comité local pour l'emploi sur ce territoire est d'offrir un travail en CDI à toute personne privée d'emploi qui le souhaite. L'objectif est d'atteindre à l'exhaustivité, donc de proposer à chacun, de ne laisser personne sur le côté. Donc, c'est un slogan qui est très cher à ATD et qu'on retrouve dans les objectifs du développement durable. Donc, ce n'est pas une politique qui vise à diminuer le chômage, mais qui vise à permettre à chacun de trouver un emploi. Alors, dans la réalité, on parlera peut-être tout à l'heure de l'évaluation. Ce n'est pas toujours évident, mais ça reste malgré tout l'objectif à atteindre. Pour cela, c'est important de pouvoir partir des compétences et des dispositions des personnes privées durablement d'emploi et des besoins du territoire. On ne part pas de secteur d'activité, de dire on va faire une entreprise qui fait cette activité-là ou cette activité-là, mais on va créer une entreprise qui va abriter les différentes activités qui viennent de l'écoute des personnes privées durablement d'emploi et des besoins du territoire. Alors, une autre caractéristique importante de Territoire zéro chômeur vise à offrir aux gens un emploi à durée indéterminée, un CDI. Un CDI à temps choisi. Donc, les personnes choisissent s'ils veulent travailler à plein temps ou par temps suivant un horaire donné, payé au SMIC. Le fait de proposer un CDI donne aux personnes une certaine stabilité et donc des perspectives d'avenir. Cela leur permet de mener à bien de nouveaux projets personnels et collectifs. Pour beaucoup, être reconnu comme travailleur permet de se sentir utile, de se construire une autre image de soi et d'obtenir plus de reconnaissance auprès de la collectivité. Le CDI est aussi le début d'une certaine stabilité financière qui permet de mieux se projeter dans son avenir. Une autre dimension importante aussi du projet, c'est la démarche volontaire. Il s'agit ici, on propose aux gens un CDI, s'ils l'acceptent, ils sont engagés, et s'ils n'acceptent pas, ils ne sont pas pour cela poursuivis ou sanctionnés. Donc cet aspect de liberté et de volontariat est aussi quelque chose de très important. Je ne sais pas si on veut interagir ou... Est-ce qu'il y a déjà des questions à ce stade-ci? Mais moi j'avais une question sur le nombre d'habitants. Pourquoi c'est entre 5 et 10 000? Pour que ce soit un territoire pas trop grand ou bien... Pour que ce soit un territoire pas trop grand, suffisamment grand que pour qu'il y ait quand même suffisamment d'acteurs,
et pas trop grand parce que bon, à ce moment-là, il y a plus de gens et puis il faudrait créer une entreprise. Déjà comme ça, par exemple dans la banlieue de Lille, il y a le projet qui est là, il devrait engager 300 à 400, 500 personnes. Ça fait déjà une grande entreprise, évidemment. Donc c'est aussi une question de taille, c'est plus de rester à une certaine taille et dimension humaine qui permet des interactions suffisamment grandes et pas trop grandes. Et comment on détermine le territoire qu'on va choisir? Mais c'est les personnes du territoire qui se mettent ensemble et qui... Ok. Alors ça peut être une commune, ça peut être... mais c'est une initiative locale, c'est pas une initiative qui vient de l'autorité qui décide on va faire à tel endroit ou à tel endroit. Ça doit d'abord venir des personnes et ça puisse être reconnu par l'autorité qui la financera. Est-ce qu'il y a déjà eu une première évaluation des territoires zéro chômeur en France sur quel a été le nombre d'emplois créés depuis les premiers territoires? Est-ce qu'on a déjà un chiffre et est-ce que vous pourriez citer quelques types d'emplois qui ont été créés grâce à ces territoires? Alors, sur les 10 territoires, je crois qu'il y a environ un bon millier, 1500 emplois créés. Donc les nouveaux, les 40 nouveaux, ils se commencent seulement à engager pour l'instant. Donc eux sont dans la phase de démarrage, la deuxième vague. Mais la première, il y a à peu près plus de 1500. Je ne connais plus les chiffres par cœur. Alors, les secteurs d'activité, c'est très varié. Si je prends par exemple la fabrique d'emploi à Lille, à Los et Tourcoing, pour être plus précis, ils font du maraîchage, ils ont une épicerie sociale qui gère, il y a une ressourcerie, il y a des services aux personnes qui font. Ils font différentes activités. Ils s'étaient lancés à un moment donné dans un garage solidaire parce qu'il y avait une personne privée d'emploi qui avait l'expertise de faire de l'entretien des voitures. Mais bon, cette personne a été débauchée par un garagiste, ce qui est très bien pour lui. Et du coup, ils n'ont plus pu continuer cette activité. Donc, ça montre que c'est aussi une activité qui est dépendante de personnes. À Colombey, ils avaient un besoin de traitement de la laine des moutons et ils ont fait de fabrication de matelas qu'ils ont vendus et c'est devenu tellement rentable qu'ils en ont fait une entreprise normale. Donc ça dépend vraiment, c'est lié au territoire. On est habitué très fort chez nous à travailler en fonction, on va faire une entreprise qui fait ceci ou cela. Et ici, c'est une démarche complètement inverse. On part des gens et des besoins et à partir de là, on construit quelque chose. Donc ça peut être très différent d'un territoire à un autre. Est-ce que vous pourriez peut-être détailler un petit peu ce fonctionnement entre le comité local pour l'emploi, le CLE, c'est ça, CLE, et l'entreprise à but d'emploi, EBE, qui sont un peu les deux structures qui chapeautent chaque territoire zéro chômeur, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pourriez un peu bien expliquer la différence entre les deux, leur rôle et qui les compose au final? Même si on sait bien que c'est lié au territoire. Donc le comité local pour l'emploi regroupe toutes les personnes qui sont soucieuses de mener ce projet. Donc ça doit être l'autorité communale, locale ou une intercommunale. Il y a des promoteurs sociaux, il y a des citoyens, des personnes privées d'emploi, des entrepreneurs, donc toute personne qui est intéressée par mener à bien ce projet.
Et donc leur mission, c'est d'identifier toutes les personnes privées d'emploi. Donc, toutes les personnes, ça ne se limite pas aux chômeurs. D'ailleurs, je trouve que le terme territoire zéro chômeur de longue durée n'est pas des meilleurs, parce que c'est des personnes, on vise toutes les personnes qui n'ont pas eu de travail depuis plus d'1 an. Donc, ça peut être, quel que soit leur statut, qu'ils soient chômeurs, qu'ils soient au CPS, qu'ils soient avec une invalidité ou une indemnité de handicap, ou même sans moindre revenu, ça aussi. Et donc, c'est d'identifier. Donc, on n'a pas aujourd'hui des listes de... Il faut donc aller à la pêche, parfois de bouche à oreille. Et donc tout ça, c'est la mission du comité local pour l'emploi, et qui doit aussi évaluer quels sont les besoins du territoire, et donc qui va à partir de ça proposer des activités à mener à bien, rencontrer les personnes pour voir quelles sont leurs compétences à disposition. Et puis à côté de ça, il y a l'entreprise à but d'emploi qui, elle, est une société qui est créée ou une association et qui, elle, a pour mission d'engager les personnes. Donc, qui, elle, est une entreprise où on retrouve évidemment les représentants du CLE dans le conseil d'administration, mais qui, elle, est une entreprise qui va engager les personnes privées durablement d'emploi et organiser leur travail. Merci. Alors, je propose peut-être de donner la parole alors à M. Kitcha, peut-être pour passer sur le regard aussi des syndicats sur ce projet, notamment... Est-ce que je pourrais faire une petite réaction? Ah, pardon, oui, j'avais pas vu. Oui, c'est pas grave. En tout cas, nous, ce qui nous préoccupe, donc je viens du mouvement LST, où on a quand même développé une démarche d'activité dans l'économique et à travers des emplois vis-à-vis d'une population qui était particulièrement aussi le même type de population que ce qu'on entend ici. Et la question qu'on a toujours, je dirais, qui nous a toujours traversé, c'était à la fois ne pas confondre l'emploi et le travail. Si je voulais réagir maintenant, c'est parce que, en tout cas, moi, dans mon histoire, j'ai toujours rencontré des gens qui avaient énormément de travail et qui parfois étaient privés d'emploi et qui n'avaient pas grand-chose pour vivre, mais beaucoup de travail pour survivre, beaucoup de travail. Alors, je ne dis pas, je ne veux pas justifier le travail au nord ou quoi, mais c'était une réalité, c'était un constat. Et à côté de ça, moi j'ai connu aussi des gens qui ont un emploi et qui n'ont pas beaucoup de travail. Donc la confusion entre travail et emploi, pour nous, en tout cas, moi, ça m'a toujours préoccupé. Et finalement, tout le constat à travers la découverte pour nous, à LST, des projets des projets territoire zéro chômeur, pour nous, adaptés à la Belgique, constituer une couche supplémentaire à la lasagne qu'il y a déjà dans le traitement du chômage, et j'ai envie de dire dans le traitement des chômeurs ou des sans-emploi, et des personnes éloignées de l'emploi. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas, mais pour survivre. Et donc pour nous, les questions ont quand même toujours été portées à travers même notre coopérative. C'était finalement, qu'est-ce qu'on envoie comme message à la société? Comment est-ce qu'on se situe dans la situation d'un marché global, et ce n'est pas la mondialisation, c'est global ici et maintenant, où c'est la concurrence qui fait loi. La mise en concurrence de l'humanité et de l'humain à tous les niveaux, c'est une des sources principales, je dirais, dans la création de la pauvreté ou des pauvretés et des exclusions. Dans le concept même de concurrence, il y a le gagnant, il y a le perdant, il y a l'exclu, il y a celui qui est dedans. Il y a celui dehors et dedans. Et donc, toutes ces réalités-là, pour nous en tout cas, ont alimenté, je dirais, à la fois les analyses qu'on faisait sur notre propre activité de coopérative,
mais aussi sur, je dirais, des tas de projets. Quand les titres-services ont été fabriqués en Belgique, c'est très clair qu'au niveau de l'EST, on a été parmi les seuls à sortir du créneau avec des analyses très poussées. Et tout simplement, on entend maintenant les syndicats, il a fallu 15 ans pour qu'ils s'accrochent finalement à la problématique des titres-services. On faisait miroiter que c'était des vrais emplois, que c'était ci ou ça. Ça n'a jamais, pour nous, ça ne sort pas les gens de la misère. Ça, c'est clair. L'emploi est une mécanique d'appauvrissement. Ça, c'est le constat de l'EST. L'emploi est une mécanique d'appauvrissement parce qu'à travers l'emploi, et c'est pour ça que je fais la différence entre emploi et travail, parce qu'à travers l'emploi, le processus d'exploitation au bénéfice d'autres est organisé. C'est la différence entre le travail au noir, où finalement tu peux dire je ne viens pas demain parce que le mec il t'a fait chier. Et maintenant, je ne dis pas que je défends le travail au noir et des choses pareilles. Je fais simplement un constat tout à fait froid sur certains principes, mais en réidentifiant finalement quel est le rôle d'une activité humaine dans une société donnée. Et l'emploi, c'est d'abord un outil d'exploitation à travers l'employabilité. La question pour moi, elle est là. Quand on avait développé la coopérative LST, quand on l'a créée il y a 40 ans, l'objectif qu'on portait, c'était de dire nous sommes tous des travailleurs. Parce qu'effectivement, c'est une réalité humaine dans laquelle les plus pauvres sont aussi. Alors, je n'ai pas dit que nous sommes tous employés ou employables. Nous sommes tous des travailleurs. Parce que ça fait partie de notre réalité humaine. Et chercher la mitraille, le copain qui doit chercher après un banc et un carton pour passer la nuit, il va passer sa journée à organiser sa survie, qui pour nous c'est un travail. Et le fait de se mobiliser en cave pour nous, pour réfléchir à l'avenir et aux conditions de vie qui sont à travers l'éducation permanente, pour nous c'est un travail, mais ce n'est pas un emploi. Mais c'est un travail pour effectivement faire évoluer la société. Mais ce n'est pas un emploi. Merci pour votre réflexion. Et je pense que ça va peut-être aussi faire lien entre les différences entre les projets français et les projets belges. Mais je vois que monsieur Lucas, vous avez envie de réagir à monsieur. Peut-être je ferai le lien, je vais vous laisser. Allez-y. Ouais. Donc sur l'approche syndicale de la CDC par rapport au territoire zéro chômeur, elle est complexe. Elle est clairement pas homogène, donc ça c'est un truc assez important à dire. D'ailleurs, je dois préciser, moi j'ai suivi le dossier avec ma casquette bruxelloise. Et de ma casquette bruxelloise, les points de vue étaient fort sensiblement différents de mes collègues qui suivaient le dossier avec la casquette wallonne. Tout à fait. Et je crois que c'est pas anodin, donc ça j'ai envie d'expliquer, c'est parce que ça permet de comprendre aussi les nuances et les difficultés. Mais donc avant de rentrer dans le vif du sujet, réagir, et ça permettra de faire le lien, emploi-travail. À la CSC, tu le sais bien, Luc, à la CSC on parle de chômeurs comme de travailleurs sans emploi. Et donc ça prend un peu le contre-pied de ce que tu dis, puisque nous on va considérer que ce qui fait l'emploi, c'est le travail assorti des droits collectifs qui vont avec. Et c'est en ça que la différence entre emploi et travail est importante, et qu'on défend l'emploi et pas le travail. On défend l'emploi parce que l'emploi, ça va être le travail avec les conventions collectives, la représentation syndicale, le temps de travail contractuel, négocié, etc., etc. Donc c'est les conditions qui permettent d'améliorer finalement les conditions d'emploi, de travail pour le coup, et c'est le champ de la lutte finalement. En dehors du cadre de l'emploi, de la concertation sociale qui va avec, on est dans le travail, et donc on est soit indépendant, très bien, soit dans le travail au noir, ou sans papier, et a priori le contexte de la lutte est quand même vachement plus compliqué. Donc, voilà, donc là je prends le contre-pied de ce que tu dis, mais à la fois sur le fond, en fait on dit la même chose, mais ouais, peut-être avec d'autres mots. Après sur titre-service, voilà, je vais pas rentrer là-dedans, mais j'avais la même analyse que toi à l'époque. Débat compliqué. Alors sur territoire zéro chômeur, on parle beaucoup de philosophie. Alors oui, en théorie et en philosophie, c'est magnifique. Je vois difficilement comment on peut s'opposer aux principes qui sont ceux des territoires zéro chômeur et à la lutte en amont d'ATD Carmonde, fatalement, pour voir l'idée que personne n'est employeur, qu'il y a de l'emploi pour tout le monde, qu'il n'y a pas de problème d'argent. Sur ces principes-là, évidemment. La difficulté, après, ça va être comment est-ce qu'on va se saisir de ça pour la mettre en pratique. Et le contexte dans lequel on va la mettre en pratique. Pas seulement concret, aussi idéologique, d'activation, etc. Donc, tout
ça déjà fait que nous on a été un peu plus prudents là-dessus. Et alors si je viens sur les éléments de prudence, d'abord sur le personne dit inemployable, c'est vrai, en théorie, ça devrait pouvoir être vrai. Le fait est qu'au jour d'aujourd'hui ça ne l'est pas. Donc c'est un peu ça le drame. Au jour d'aujourd'hui ça ne l'est pas. Et donc, parce qu'aujourd'hui ça ne l'est pas, on en vient à créer un mécanisme particulier pour malgré tout essayer de contourner le fait qu'au jour d'aujourd'hui le système ne répond pas à la demande. Et la demande, c'est qu'on a un stock de chômeurs de longue durée, peu qualifiés, dont on considère qu'après tout c'est pas très grave s'ils sont chômage. Et ça c'est un problème évidemment. Personne peut, c'est dans une position morale presque, mais personne peut tolérer ça a priori. Je vais essayer. Mais il n'empêche que voilà, on est dans ce contexte-là, pas simple. Donc oui, nous, tout ce qui promeut l'idée qu'il faut de l'emploi pour tout le monde et que tout le monde est en capacité et en volonté en fait de s'épanouir dans le cadre de l'emploi, nous évidemment qu'on est pour et qu'on soutient. Je crois qu'aucun syndicat dira l'inverse que ça. Après, là si je vais encore un peu plus loin, j'ai eu une autre casquette, enfin j'ai long parcours syndical, mais j'ai fait une pause de quelques années. Pendant cette pause, j'ai dirigé une mission locale de la Bruxelles. J'ai quand même été assez marqué. Après, c'est très bruxellois, mais pas que. On voit ça aussi dans les grandes villes de Wallonie, au niveau statistique. Et quand on voit l'éloignement, on va reprendre les termes qui font chez horreur, mais l'éloignement du marché de l'emploi, c'est vrai qu'il est quand même colossal. Et qu'on oublie quand même que très très vite la capacité à travailler s'étiole avec le temps, quoi. La capacité à se lever le matin, à s'habiller, à prendre soin de soi, l'estime de soi, tout, enfin, le drame même en termes de santé mentale, physique, etc. Enfin, très vite on est abîmé quoi, par l'inactivité, très très vite. Donc moi je me pose vraiment la question du discours de tout le monde doit travailler. Et là je parle pas avec ma casquette, là c'est vraiment un titre personnel. Je suis pas sûr de ça en fait. Je mets vraiment comme un... Je suis pas sûr de ça. Est-ce que finalement la bonne posture n'est pas aussi de pouvoir dire à certaines personnes on vous fout la paix. Voilà, donc dans le contexte actuel qui est celui de l'activation où il faut tout justifier, ça peut être dangereux. Voilà, donc il y a quand même une petite attention là-dessus sur le discours tout le monde est employable, donc on devrait pouvoir trouver de l'activité pour tout le monde. Voilà, donc ce que je vous dis est plein de contradictions, hein, mais, parce que ça montre que c'est un débat compliqué. Donc j'assume ces contradictions, mais voilà, ça montre que c'est pas simple. Rien que sur ce principe-là. Sur le travail ne manque pas, pareil. C'est la même difficulté. Oui, le travail ne manque pas, dans le sens où il y a des besoins sociaux qui doivent être rencontrés, il y en a plein. Besoins sociaux évidents, et on ne parle même pas ici des enjeux de transition écologique et tout ça. Des besoins, il y en a un paquet. De nouveau, on pourrait craindre que l'idée de l'entreprise à but d'emploi soit quand même un moyen aussi de détourner les vraies questions qui se posent de manière beaucoup plus principielle. C'est comment se fait-il qu'au jour d'aujourd'hui, sur des besoins sociaux locaux, ils ne soient pas rencontrés, soit par le privé, alors il faut le réguler davantage, ou le contraindre, ou le supprimer, soit par le pouvoir public. Ce qui n'empêche pas qu'évidemment, et particulièrement la CSC, on est évidemment attentif à l'initiative locale, au pouvoir associatif et tout ça, évidemment, mais il ne faut pas non plus que ça se fasse au détriment de la responsabilité des pouvoirs publics. Et quand on prend les exemples, les études qui ont été faites en France et de ce qu'on voit ici se développer comme projet, on peut avoir cette inquiétude-là. L'exemple du maraîchage, par exemple. Allez, pour faire un parallèle, c'est quand même la critique et la crainte qu'on peut avoir est assez proche de la crainte qu'on peut avoir vis-à-vis de l'économie sociale d'insertion, en fait. Parce que dans les faits, ça se traduit quand même comme ça. On est quand même très proche de projets de type économie sociale d'insertion. Et du coup, l'économie sociale d'insertion, oui, il y a toujours deux angles de vue. Hein. L'angle positif qui est une offre d'expérience, certes temporaire, avec des métiers globalement utiles, etc. Bon, en théorie. Même si on sait que dans les faits, ça se traduit par beaucoup de titres services. Voilà, mais en théorie, pourquoi pas. Et en même temps, on peut se dire, tiens, est-ce qu'il est logique que par le biais de l'économie sociale d'insertion, on va former, mais c'est forme que, quoi, c'est vraiment de la petite formation,
des gens à de l'entretien de bâtiments, à de l'entretien de jardinage et des machins comme ça, et où ils sont effectivement dans des missions qui relèvent normalement des pouvoirs locaux, quoi. Alors je connais moins les réalités wallonnes, mais je peux vous dire qu'à Bruxelles, c'est vraiment le cas. Si vous regardez l'économie sociale d'insertion telle qu'elle se pratique, vous mettez de côté les services, ce qui reste, c'est ce qui normalement doit pouvoir être mis en place par les communes. C'est balayer les rues, l'entretien des jardins, la destruction de bâtiments, enfin... Et évidemment, c'est pas cher, évidemment, il y a un peu d'accompagnement social, mais voilà, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que ces personnes aient un CDI à la commune directement, quoi. Voilà, pas simple, je trouve, vraiment pas simple. L'argent ne manque pas, ça, on est bien d'accord, mais quand même un petit point là-dessus, et ça c'est la spécificité belge. L'idée assez simple et qui est juste, c'est de dire, il est évident qu'il est plus économique à tout point de vue, y compris les coûts indirects, que la personne travaille plutôt qu'elle soit laissée là comme ça, avec tout le processus d'accompagnement, d'activation, etc. D'un point de vue de pure économie, même pour un gars de droite, en fait, il aurait tout intérêt à le mettre à l'emploi que de le mettre au chômage s'il réfléchissait un petit peu. Donc ça, ok. Le problème, évidemment, c'est qu'en Belgique, les niveaux de pouvoir sont tels que si vous faites ça à Bruxelles ou en Wallonie, vous n'avez pas l'avantage de l'action que vous faites. C'est-à-dire que l'avantage, il est au niveau fédéral, puisque l'allocation de NEM, elle est versée par le biais fédéral. Donc si Bruxelles, Wallonie met en place sur moyens propres une pratique de territoire zéro chômeur, ça lui coûte, et point, ça lui coûte. Il n'a pas l'économie, puisque l'économie se fera au niveau de l'ONEM. Ça veut dire qu'en gros, on va dépenser au niveau régional, bruxellois et wallon, les régions les plus pauvres, pour mettre à l'emploi des personnes dans des régions où les statistiques sont ce qu'elles sont, ce qui va favoriser le budget fédéral. Bon, donc on va faire la solidarité inversée, quoi. Si on est un peu cynique, c'est un peu ça qu'on va faire. C'est un peu bizarre. Et c'est ce qui fait évidemment que c'est encore plus compliqué. Donc l'argent ne manque pas, oui, mais dans le cadre belge, ça marche pas. Et c'est même pire que ça. Et c'est là que moi j'invite à être super attentif. C'est ce que je disais à mes copains wallons. C'est que le contexte et le débat actuel sur la mécanique des allocations de chômage est plutôt la régionalisation. Et tout qui était un peu progressiste et de gauche ne veut pas de régionalisation. Parce que la régionalisation, c'est la solidarité à un niveau territorial le plus bas possible, donc elle sera d'office moins forte, donc ce sera évidemment plus compliqué. Tant pour Bruxelles que pour la Wallonie. Le problème, c'est que les Flamands, je dis entre guillemets, c'est pas un tout cohérent, hein, mais l'impulsion politique flamande, elle est quand même à la régionalisation. Le grand débat, c'est de faire des politiques différenciées sur le marché de l'emploi et du travail. Et le résultat des courses, ça va être ça, c'est que si on pousse et on continue à pousser aux logiques de territoire zéro chômeur, on donne des arguments, y compris à droite en Flandre, pour dire, ben vous voyez, pour répondre aux spécificités des territoires et des régions, il faut pouvoir donner plus d'autonomie aux territoires et aux régions, en lien avec leur responsabilité et la nécessité que ces personnes, ces politiques et ces pouvoirs locaux travaillent bien et mettent les gens à l'emploi. Bon. Donc ça, c'est quand même pas anodin, c'est quand même dangereux, et il faut en tenir compte, quoi. Il faut vraiment en tenir compte. D'autant plus que les dernières réformes de l'État, c'était ça, c'était de la... On n'a pas régionalisé le chômage, mais on a régionalisé les politiques d'aide à l'emploi sur les groupes cibles, comme on appelle ça. Moi, je vous garantis, dans les 2 ans qui viennent, la grosse pression, alors on verra les résultats, les coalitions, les machins, ça tombe, il ne se passera rien, et on va continuer comme avant, espérons. Enfin, je dis espérons, non, mais ce serait peut-être le moindre mal. Mais si on est dans un rôle institutionnel imposé par les élections, je vois difficilement comment le débat sur une régionalisation plus poussée en matière de sécu va être évité. Et moi, je vois clairement que le volet chômage sera ciblé. Et une manière de le faire est de s'en tirer avec une posture de gauche, parce qu'il a fallu négocier. Ça aurait été de dire, oui, mais grâce à ça, on peut être autonome et on va faire des territoires zéro chômeur. Voilà, je ne dis pas que ça va se passer, mais il faut être attentif à ça, quoi. Je crois qu'il faut intégrer ce genre de truc. Enfin, bon, moi, c'est vraiment un truc qui m'inquiète beaucoup. Est-ce que je peux juste intervenir? Oui. Je ne sais pas trop à qui vous vous adressez, mais moi, j'ai apparemment pas les capacités pour comprendre les concepts qui s'imbriquent un peu dans ce que vous dites. Par contre, je suis vraiment intéressée de comprendre justement comment on finance ce genre de projet et où ça calme. Bon, après, j'essaie de retenir les choses et j'ai pas tout compris quand vous dites que donc, j'ai compris que c'était donc Bruxelles et la Wallonie qui allaient investir, mais que ça allait revenir au fédéral.
et que du coup, vous avez parlé de régionalisation, mais enfin, c'est très Ok, flou du coup. je vais réexpliquer, je sais pas dire plus. Merci. Non, pas de souci. Mais donc en fait, le principe territoire zéro chômeur, il est économiquement intéressant, puisque l'idée, c'est que l'État paye l'allocation de chômage à raison de, je vais vous donner des chiffres stupides, hein, si je peux avoir une idée. Si je vous donne 1000 euros comme allocation de chômage, moi, État français, et que par ailleurs, je mets de l'argent pour le soutien à la création d'activités, et que je mets 1000 euros pour faciliter ça, l'État va y gagner puisqu'il prend l'économie de ces 1000 euros qui ne payent pas en chômage, il finance l'activité, parce qu'il y a aussi une activité, ça, on imagine qu'elle ne va pas juste recevoir des subsides et payer l'emploi, l'activité va générer de l'argent, et donc tout ça va permettre de financer la personne qui va gagner un peu plus qu'au chômage, et en plus de ça, l'État, va faire des économies, c'est ce que André disait, l'État va faire des économies sur les allocations à verser, mais aussi sur les soins de santé qui vont mieux, sur toute une série de choses qui sont associées au non-emploi. Et en plus de ça, évidemment, les économies sur tout le processus d'accompagnement et d'activation. Donc c'est vraiment cette simple logique-là. Et la difficulté qui, elle, est très belge, c'est qu'on raisonne chacun avec ses enveloppes budgétaires à soi, c'est que l'enveloppe budgétaire bruxelloise et wallonne ne prend pas en compte cette économie d'allocation de chômage. Ça veut dire que c'est eux qui vont financer l'activité, donc ils vont sortir les 1000 euros, mais ils ne vont pas recevoir les 1000 euros d'économie d'allocation de chômage, puisque l'allocation qui ne sera plus versée, elle sera au fédéral. Donc le fédéral va faire une économie de 1000 euros et va dire merci Bruxelles, merci la Wallonie. Et ça, voilà, ça c'est un peu compliqué. C'est le retour sur l'investissement C'est ça. qui va où alors? En fait, du coup, c'est le fait que les emplois soient créés et que ça crée de l'économie, quoi. Enfin, ça alimente l'économie, et ça ne retourne pas du tout. Pas sur la région là, enfin un petit peu évidemment, et puis l'objectif est atteint, la personne est mise à l'emploi, donc d'un point de vue politique c'est sûrement très bien, mais d'un point de vue purement budgétaire, l'investissement de la Wallonie et de Bruxelles n'est pas rentabilisé par la perte de la dépense de l'allocation de Et ça ne va chômage. pas justifier du coup pour que les justifications reviennent à l'État et qu'il y ait un équilibrage budgétaire fait différemment. Alors il faut négocier avec les Flamands, c'est ça le problème. Oui, c'est la difficulté. Alors ce qui se passe, c'est qu'à Bruxelles, le ministre Claire Failly qui bloque tout. Donc il y a une étude de faisabilité qui a été menée il y a 2 ans au niveau d'Actiris dans laquelle on a participé. Il y a des études qui ont été faites, une étude financière et des études sur les activités. Mais bon, donc là il y a une dynamique et on était assez proche de l'esprit original du projet français, plus qu'en Wallonie. Mais bon, si au niveau d'Actiris il y a eu tout un travail qui a été fait, il a été complètement bloqué par le ministre, qui lui a dit, moi je ne peux pas débourser. Tandis que la Wallonie a décidé de mettre un budget de 100 millions sur 5 ans. Mais bon, ces 100 millions, ils doivent payer l'intégralité, c'est ça qui... Et qui va faire des économies, c'est le fédéral. J'ai justement poursuivi en reprenant les travaux qui ont été faits à Bruxelles, parce que les travaux ont été vraiment de grande qualité, parce qu'ils ont permis d'identifier tous les petits points importants qui font que le projet sera bon ou pas. Après, c'était un travail assez théorique, mais Actiris a vraiment réuni toutes les parties prenantes, donc les CPS, les ALE, les missions locales, les syndicats, les employeurs étaient invités, on ne les a pas vus, de mémoire, évidemment ATD. Et les questions qui étaient posées permettaient de voir les difficultés aussi qui allaient se passer. Et alors, de mémoire, il y avait la question de la gouvernance locale. Ça permet après de voir la différence entre la théorie et la pratique. Sur la gouvernance locale, très vite, on est confronté à un problème, c'est qu'il y en a déjà des gouvernances locales. Et la difficulté, un peu ce que tu disais, c'est de l'ASAIN supplémentaire qui s'ajoute à d'autres, alors qu'on est déjà dans le paysage de l'emploi-formation, dans un espèce de millefeuille assez compliqué. Donc, alors qu'on est plutôt dans un contexte où on a besoin de clarifier, de simplifier, on pouvait aussi se poser la question de la crainte d'une couche supplémentaire, et à la fois la spécificité du projet, et notamment, ça c'est vraiment important, le rôle et la place comme moteur vraiment de l'action des personnes elles-mêmes, hein, donc chercheurs d'emploi, demandeurs d'emploi, faisait que on était peut-être bien obligé de passer par cette étape supplémentaire, parce que si on ne le fait pas, on ne voit pas trop comment ils seraient associés dans les lieux qui existent déjà. S'ils n'ont pas été depuis 20-30 ans, on voit difficilement comment d'un coup de baguette magique, d'un coup on les ramènerait. Donc
Enfin, moi j'ai un bon exemple. Sur Bruxelles, il y a par exemple la dynamique des commissions zonales qui existent, où sont le CPS, les activités, les ALE, etc. Je n'ai jamais vu d'usagers dans ces endroits. Hein, donc, je dis usagers parce que c'est le terme qu'on utilisait à Bruxelles. Pardon ? Ils ne pourraient pas y être. Non, non, non. Donc voilà, donc c'est structurellement compliqué, institutionnellement compliqué, alors qu'en fait, ça devrait être leur place évidemment. Donc ça, c'est toujours un point de difficulté. Et la difficulté, c'est que les opérateurs eux-mêmes, les historiques, les légitimes qui sont sur place, qui font le travail, sont un peu embêtés de voir arriver potentiellement un autre lieu de gouvernance avec des budgets nouveaux qui vont arriver, dans le contexte financier qu'on connaît, parce que ça va pas être de l'argent qui va du coup passer là-dessus au détriment de projets existants qui font aussi sens. Donc voilà, tout ça fait que c'est quand même compliqué. La deuxième chose, c'était le débat qu'on a eu sur le public cible, super intéressant, et à la fois assez vertigineux, parce que la logique de territoire zéro chômeur est une belle ambition, mais quand vous regardez le réel du chiffre, potentiellement, on parle du côté wallon et du côté bruxellois de dizaines, de centaines, de milliers de personnes. Comment qu'on fait, même d'un point de vue financier, là pour le coup. Sur Bruxelles, quand on enlevait, on se limitait juste aux catégories chômeurs longue durée de 2 ans, vous ajoutez les syndicaux et les machins, enfin on était facilement à 2/3 du stock de chômeurs qui pouvaient être concernés par la dynamique. Vous n'êtes plus dans un projet de pilote innovant, là. Vous êtes dans... enfin, vous allez essayer de régler un problème gros comme une maison avec un tout petit machin, quoi. Ça va être la grosse fuite avec le sparadrap. Donc c'est voilà, un peu compliqué, et du côté wallon, c'est pareil. Si bien que du côté de la CSC, nous, l'approche qu'on a eue pour éviter le problème là, c'est de ne pas accepter une logique de territoire zéro chômeur, mais c'était plutôt de dire que nous, ce qu'on voulait, c'était une planification pour une région zéro chômeur. Donc nous, on ne peut accepter le principe d'un territoire zéro chômeur que s'il est conçu comme étape, que s'il est conçu dans une architecture plus large, où oui, il faut une logique territoriale, locale, de proximité, ce qui justifie les petites tailles de territoire pour faire vivre tout ça, mais pas le truc plus cloque qu'on fait en fonction des réseaux locaux, politiques et autres. C'est pour nous nécessairement dans une logique de programmation, de planification, où on se donne une vraie ambition. Parce que la vraie ambition, c'est ça, c'est de faire vivre la garantie d'emploi, le droit à l'emploi et de l'emploi accessible à tout le monde. Donc, pour ça, il ne faudra pas juste proposer 400-500 emplois pour la région bruxelloise ou 2000 pour la région wallonne. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et ça ne peut du coup être que marginal et très positif, parce qu'en termes d'idées, on avance des choses. Mais voilà, c'est de notre point de vue pas assez ambitieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec le bain, mais c'est clairement pas ambitieux suffisamment à notre goût. L'autre élément, c'est les conditions de travail. Et ça, évidemment, d'un point de vue syndical, on était vachement attentifs. Et là, c'était un des éléments les plus compliqués, parce que, d'ailleurs, du point de vue de l'évaluation qui était faite en France, moi j'avais vu un rapport qui avait été fait par la CGT. Alors, la CGT, c'est la CGT, hein, on peut penser ce qu'on veut. Mais ils étaient notamment très critiques sur les aspects de conditions de travail. Et si on regarde juste du point de vue belge, quand on voit la première proposition de travail d'Actiris, on est quand même sur du salaire minimum. C'est pas fameux, quoi. C'est vraiment pas fameux. La logique idéale, on est sur de l'emploi choisi, on est sur du temps de travail choisi, on est hors cadre d'activation. Dans le cadre belge, on en est quand même très très loin. Je vois difficilement comment un gouvernement pourrait assumer le choix du temps de travail sans contrainte, par exemple. On n'y est pas. Intellectuellement, philosophiquement, on n'y est pas. Donc ça, c'est une crainte. Et nous, on avait bêtement posé la question des jours de congé. Ça paraît con, mais vous savez qu'on doit promériter ces jours de congé dans la première année où on travaille. Vous savez aussi, quand on est chômeur de longue durée, c'est compliqué, le matin, et ça paraissait un peu fou. Moi, je leur disais, Actiris, vous avez combien de jours de congé? Ouais, 35, ok, très bien. Vous l'avez demandé à un gars qui n'a pas bossé depuis 4-5 ans de faire sa première année sans jour de congé? 100 jours de congé pendant 1 an d'affilée, et on va faire de l'accompagnement social avec ça, avec la formation, et c'est délirant. C'est délirant. Donc nécessairement, le temps ne peut pas être complet. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être payé complet, mais il y a nécessairement du temps de repos, de formation, d'accompagnement qui vient avec, de résoudre ses problèmes, chez le médecin, de machin. Parce que oui, quand on est dans cette situation-là, la vie est plus compliquée, donc on a besoin de plus de temps pour tout. Mais bon, j'avais quand même l'impression que côté d'Actiris,
c'est compliqué à entendre. Alors la question du barème est encore plus compliquée à entendre, parce que plus le barème est élevé, plus évidemment l'argent investi au niveau public doit être élevé, et moins le projet était faisable, ou alors il fallait réduire le nombre de personnes qui pouvaient bénéficier du projet. Donc on passe des chiffres, voilà, je ne les ai plus en tête, mais peut-être de 300-400 personnes visées, du coup à 200, parce que fatalement, si on se met au niveau du barème du secteur concerné, ben, ça devient impayable. Ouais. Alors c'est quoi le projet? Est-ce que c'est de l'activité de court terme Enfin, pour faire court, moi je trouve quand même que je voudrais dire deux choses. En 92-94, on avait construit le rapport général sur la pauvreté avec les associations et les militants, etc. En 92-94. Il y avait un chapitre là-dedans qui traitait justement de tout ce qui était lié à l'emploi. Et dans le chapitre qui traitait à l'emploi, qui traitait de l'emploi, on avait déjà envisagé à cette époque-là, en 1994, avec des militants d'ATD, de l'ST et d'autres associations, des Flamands aussi à l'époque. Ben encore maintenant, quand on se réunit au niveau du service, il y a des Flamands aussi. Et en fait, on avait posé la question sur base de l'analyse économique qui dit qu'effectivement, les allocations pourraient servir à financer des emplois, mais aussi des emplois publics. Hein, en tout cas, au niveau de l'EST, c'est notre positionnement. Un renforcement du service public plutôt que de recréer encore une structure d'emploi différente. Bon, mais, et finalement, on avait posé la question dans le rapport général sur la pauvreté, et pourquoi ne pas réfléchir à une activation des allocations? La réponse était les pouvoirs spéciaux au Tchik et Tchak, avec finalement l'activation des allocataires. Et donc, tout le principe, tout le débat autour des activations, au lieu d'avoir une activation qui était d'ordre économique, c'est devenu une activation d'ordre personnel individuel. Et avec un traitement des travailleurs sans emploi qui est finalement fait avec la répression, la carotte et le bâton et tout ce qu'on connaît. Et des logiques d'appauvrissement, mais qui sont nécessaires dans une économie qui repose sur la mise en concurrence, y compris du monde du travail. L'utilité des pauvres est là une utilité très précise. Alors, philosophiquement, humainement, par humanisme, par réalisme d'humanité qui est essentiel, on peut se dire, ben non, ça ne va pas laisser des gens de côté. Mais le système repose sur le fait qu'il y ait des gens de côté. Et je pense que les questionnements, pour moi, il faut qu'on laisse, je dirais, une analyse d'ordre économique, c'est une analyse d'ordre économique. Et au tout début des débats ici, j'entendais, et Lucas, tu as enchaîné là-dessus aussi, finalement, la différence entre finalement s'atteler au droit au travail, le droit au travail, ou le droit à l'emploi, parce que le droit au travail c'est une réalité, c'est une nécessité le travail. Et les pauvres n'ont pas l'emploi, mais il y a la nécessité. Si je reprenais l'exemple du copain qui doit chercher un carton et un banc pour se planquer, c'est du travail. C'est du travail dans le sens où il a une activité humaine qui est nécessaire à sa survie. Voilà. Mais c'est pas valorisé, on prend pour un clochard. Voilà, c'est là qu'on l'enferme. Mais c'est sa réalité, c'est sa réalité humaine. Et en fait, on confond finalement tout ce qui est de cet ordre-là, donc qui est plutôt d'ordre philosophique, je dirais, le droit au travail ou la réalité humaine qui est faite de travail humain, de transformer sa réalité, et finalement le droit du travailleur, les droits des travailleurs. Et finalement, pour défendre le droit au travail à tout prix, on a quand même, ces dernières années, raboté méchamment tous les droits des travailleurs. Et alors, dans toute l'économie sociale, c'était un truc qu'on dénonçait quand même, nous, au niveau des LST depuis des années. On était dans des rapports d'inégalité. D'abord, l'inégalité au sein des entreprises d'économie sociale. Hein, et avec tous les gens qui bossent à 2 € de l'heure, plus leur allocation. Donc, on a réduit la valeur de leur travail à 2 €. Hein. En termes de valorisation humaine, là, tu l'encaisses. Hein. Ça veut dire, de toute façon, tu ne travailles que pour 2 €. Ouais, tu as le chômage en plus ou tu as le CPS en plus. Mais ça, c'est le complément parce que tu es un con, quoi. Tu bosses pour 2 €, quoi. Et je dis, en termes hautement symboliques, c'est fondamentalement destructeur. Et l'autre aspect, finalement, si je reprends un truc comme le titre-service, ça a été financé pendant des années en pillant la sécurité sociale, sur des salaires qui étaient en dehors des conventions collectives dans des bazars bidons, hein, exonéré de TVA. Si tu travailles chez Semstobel pour faire le même boulot, il y a une TVA de 21%. Hein, et finalement, les titres-services sont exonérés de TVA. Donc, quand on voit tous les bricolages qui est autour de ça, pour finalement compenser les dimensions de l'exploitation,
Moi, je pense que c'est quand même sérieux. Et les plus pauvres, ils ne sont pas en dehors du mécanisme d'exploitation dans notre société. Les plus pauvres ne sont pas en dehors, ils sont pleinement dedans, avec une exploitation qui se retrouve à tous les niveaux, y compris jusqu'à raboter leurs droits à la famille, par exemple. Et moi, je pense qu'il y a vraiment des trucs sur lesquels mais ça nécessite une mobilisation en identifiant clairement les questions à poser et en recadrant avec effectivement et demain, une des grosses questions qu'on s'est toujours posées avec le développement de la coopérative au niveau de l'EST, c'était de dire il ne faut absolument pas que des gens qu'on devienne finalement un exemple pour dire ceux qui veulent, ils peuvent. Voilà. J'aimerais encore vraiment deux tout petits trucs sur en conséquence du dernier gros débat des travaux qui avaient été menés à Bruxelles. C'est la question de la structure d'entreprise. Parce que quand on... qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à but d'emploi finalement? Est-ce que c'est d'office juste une ASBL? Est-ce que c'est une coopérative? Jusqu'où on va là-dedans? Très vite, on s'est heurté là au réel existant. Et ça, je crois que c'est quand même un truc dont il faut tenir compte quand même. Et ce réel existant, ça va être quoi? Ça va être les activités des CPS qui sont menées, ça va être les ALD, ce qui en reste, ça va être de l'économie sociale d'insertion au sens large. Et pour tous ces acteurs-là, penser une structure nouvelle d'entreprise, voilà, c'est pas simple. Et on a bien vu quand même que dans le contexte wallon, justement, où on passe par un appel à projet FSE, où on cible directement Vive et CPS comme pouvant participer. Dès le moment où on mettait des gros opérateurs comme ça, pour moi, est une erreur. Même si ils sont légitimes et ils sont publics, entre guillemets. Mais évidemment qu'eux peuvent préfinancer des actions. Dans le cas du FSE, il faut avancer des sous. Hein, donc vous n'avez pas demandé une nouvelle association de fait qui a cet objectif de créer une activité au niveau local, d'avancer des sous comme ça. Avec le FSE, vous êtes obligé, vous devez avancer. On est même sur du cofinancement, donc pas évident. Donc d'office, vous favorisez des pouvoirs locaux déjà existants, c'est pas simple. Et autre élément quand même, ça je crois qu'il faut en tenir compte aussi, et c'est ce qui justifie la différence d'approche, c'est les enjeux de gouvernance locale. Et quand je dis gouvernance locale, c'est dans le mauvais sens du terme, c'est avec les jeux politiques qui peuvent exister du côté wallon. Je parle d'autant plus simplement que je suis bruxellois et totalement désencarté de tout. Mais il se fait qu'une des motivations à promouvoir le projet du côté wallon aussi, et notamment du côté CSC, c'est aussi de constater la difficulté à faire du nouveau et de la vraie innovation et de la vraie mise en poids qualitative dans les contextes de piliers socialistes un peu trop omnipotents, on va dire ça comme ça. Et d'instrumentalisation aussi de dispositifs qui existent dans des logiques clientélistes. Voilà, j'utilise des mots peut-être un peu forts. Je vous dis, je m'en fous, j'ai aucun enjeu wallon, donc je peux. Mais c'est ce que disent les wallons, donc j'imagine que s'ils le disent, c'est que ça existe. Maintenant, j'en sais pas plus, j'espère que c'est pas de la caricature, mais je crains que non. Moi, j'ai entendu des collègues qui justifiaient justement l'idée de faire quelque chose de nouveau pour pouvoir contourner cet état de fait qui est que c'est difficile de promouvoir des projets dans des zones où c'est rouge ou pas de pain, quoi. Il paraît que ça existe un peu. Voilà, il semblerait. Donc ça, voilà, quand même, c'est un petit point de... Je pense que c'est utile à intégrer quand même dans le débat. Je vais rester là pour... Puis il y a aussi le fait que du côté wallon, il n'y a pas de nécessité de créer une nouvelle structure. Ça peut être des structures existantes. Donc comment il n'est pas l'entreprise à but d'emploi, à un moment donné, c'était même, dans leur projet, c'était même de ne pas en faire du tout, d'utiliser des structures existantes. Puis maintenant, c'est laissé comme possibilité. Mais bon, je vois mal comment une entreprise peut travailler d'un côté avec des employés normaux et d'un autre côté avec des personnes dont faire un mixte. Je vois mal comment ça va pouvoir se faire. Ou bien c'est une manière simplement de récupérer le financement pour un effet d'aubaine. On l'a fait pendant 40 ans, dans le bâtiment. Ouais. En refusant
tous les sous-statuts qui étaient proposés, voire imposés, mais on avait une politique de salaire égalitaire, avec une fourchette salariale qui respectait la convention du bâtiment, mais avec un écart salarial de 1,16 entre quelqu'un qui arrivait et quelqu'un qui avait une qualification. Donc on avait gardé les deux premiers échelons de la convention collective du bâtiment. En sachant que dans le bâtiment, il y avait les chefs d'équipe, les chefs de service, enfin les contremaîtres et puis le patron. Mais tout ça, on n'avait pas ça. Mais par une politique salariale différente qu'on avait choisie, et qui était celle, je dirais, d'un chemin impossible, mais en respectant la convention collective avec des CDI, finalement, ça tenait la route. Et en sachant que la convention collective du bâtiment, c'est la plus coûteuse de toutes les conventions collectives au niveau de tout ce qui est cotisation de solidarité. Je n'ai pas parlé de charge, de cotisation de solidarité. Juste pour clarifier ici, pour être sûr que tout le monde comprenne bien, est-ce que vous confirmez bien donc, que le projet de territoire zéro chômeur au niveau belge, donc il y a un projet qui est développé par la ministre Montréal au niveau wallon, donc, qui est sous la forme d'un appel à projet Fonds social européen, que des acteurs ont pu rentrer courant 2022, et donc ils attendent pour une vingtaine de projets, en tout cas il y a de la place pour une vingtaine de projets, et ils sont en attente d'une réponse, donc il n'y a encore rien qui a démarré officiellement. Et je voulais savoir s'il y avait autre chose de prévu à un autre niveau. Donc, apparemment, Bruxelles, il n'y a rien qui se fait pour le moment, Flandre non plus. Il y a des projets aussi. Hein. Il y a des projets aussi. Ici, moi, j'ai la liste là, je vous l'ai dit, peut-être que c'est des régions que vous connaissez. Ah, je vais à ce moment que ça se coupe. Donc, moi, j'ai ici 15 territoires, mais certains avec plusieurs projets. Donc, on sera l'une, par exemple. Mais tant qu'il n'y a pas de financement de la région. En Flandre aussi, il y a à Villeret. Il y a SAMO qui est une association aussi qui a lancé tout un projet qui a déjà obtenu un subside au FSE, au Fonds social européen. Mais bon, ce projet leur permet de financer quelqu'un qui fait l'étude. Mais bon, comme la région flamande, pardon, ne fait pas de démarche dans ce sens-là, ils ne pourront pas engager et offrir un CDI à des gens. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est les faire travailler, leur donner une indemnité de quelques euros. Mais on est très loin du projet initial. C'est ça, on sort complètement. On sort du projet. Donc, ils veulent s'en inspirer. Ils ont eu des subsides pour faire l'étude, mais... Et on reste vraiment dans des sous-statuts, hein, comme on parlait, comme vous expliquez. Ici, je vois qu'il y avait dans une déclaration du ministre d'Hermagne récemment qui disait que les emplois, en fait, les chômeurs de longue durée qui reprendront une activité, donc on reste déjà sur l'idée que ce sont que des chômeurs, donc des personnes qui sont exclues du chômage. C'est l'activation de la question de chômage. Oui, et que dans le cadre du projet Territoire zéro chômeur, ils pourront conserver leur allocation de chômage ou leur revenu d'intégration qu'ils pourront cumuler avec leurs nouveaux revenus. Donc on reste vraiment dans une logique d'activation de chômage. C'est le problème de financement dont on parlait tantôt, comment le fédéral, et donc la solution proposée par l'Allemagne, c'est de dire, voilà, on continue à les considérer comme chômeurs et on verse l'allocation et l'entreprise à but d'emploi verse un complément. Mais on sort complètement du projet. Tout à fait. Complètement. C'est la seule solution qui trouve au problème de financement entre la région et les fédérales. Et comme ils ont fait que les titres services et avec des tas d'autres trucs. Hein. Et sur le FSE, logiquement, les réponses ne devraient pas tarder. Donc là, il y a eu du retard comme toujours. Mais, donc en effet, c'est quand même une petite vingtaine de projets en Wallonie. Il y en a quelques-uns à Bruxelles aussi. Donc on verra les retours FSE. À mon avis, il y en aura quand même quelques-uns qui pourront se mettre en place. Mais la FSE, c'est au niveau wallon qu'ils ont décidé. Au niveau bruxellois, ils n'ont rien décidé. Du côté bruxellois, il me semble qu'ils s'appuient sur les enveloppes contrat tierté. Du côté de Scarbeck, il me semble qu'il y a un projet recyclage. Et donc on va aller chercher des subsides qui ne sont pas spécialement faits pour ça, ou enfin, qui peuvent. Vers le bricolage. Voilà, c'est un peu du bricolage, mais on sera dans des logiques d'activation. Donc ça va être des contrats d'insertion classiques en fait. Il me semble que c'est la mission locale de Scarbeck qui était sur un projet. Avec vous, je pense. Est-ce que ça restera sur base volontaire même, ou est-ce qu'il y aura sanction à la clé si la personne
toutes les questions qu'il y a derrière. Surtout l'évolution dans les projets aussi. Hein. C'est ça, un jour d'aujourd'hui. L'alphabétisation, ça mais- restait quelque chose de libre. Et ils ont quand même été pas mal confrontés, que ce soit face à un cul sur Namur ou bien y réécrire de manière plus large, à devoir devenir des opérateurs du forum. Et donc avec les pénalités, les gens ils devaient prendre des présences et puis des gens avaient à la clé des pénalités. J'avais peut-être encore une question, si je peux me permettre. C'est qu'une des conditions pour le projet, notamment en France, c'est qu'il n'y ait pas de concurrence avec les entreprises qui existent déjà sur le territoire. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de ça? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les emplois créés ne rentrent pas en concurrence avec les emplois déjà existants sur le territoire? Du côté français et du côté belge. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse. C'est au comité local pour l'emploi à veiller, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des représentants les plus larges possibles pour pouvoir, et c'est une évaluation qui se fait en interne. Ça pose la question des commissions paritaires du côté belge. C'est un peu la difficulté. C'est qu'il n'y a pas de... En principe, c'est l'activité principale qui prime, et donc si vous faites de la construction, comme vous faisiez, logiquement, c'est la commission paritaire construction qui s'applique et vous devez appliquer les barèmes. Donc, si c'est ça qui est appliqué, il n'y a pas de problème. Si on a 10 secteurs d'activité, comment... Mais logiquement, chaque entreprise à but d'emploi a son activité principale. Ce qui ne veut pas dire que sur une même zone, il puisse y avoir plusieurs entreprises avec plusieurs types d'activités différentes, évidemment. Mais logiquement, ça devrait être ça. Mais la difficulté, c'est que financièrement, c'est un peu compliqué et qu'il y a quand même quelques exceptions. C'est que dans les entreprises d'insertion, il n'y a pas de commission paritaire d'économie sociale. Il y a tout, enfin. Et le problème, c'est que ça dure. Oui, mais c'est ça. Donc, comme on n'a jamais réussi à trancher le débat sur l'attachement d'une commission paritaire pour l'insertion, qui relève de facto du socioculturel, qui n'est pas mauvais en soi, mais bon, qui peut être inférieur à des activités du secteur productif comme la construction. Donc ça, c'est quand même un souci. C'est l'enjeu des commissions paritaires. Maintenant, franchement, moi je trouve que ce débat, il est quand même un peu... je dois peut-être enlever ma casquette, mais l'exemple de la construction, il est excellent, je trouve, parce que c'est les premiers, c'est les plus attentifs. Donc si on débat de questions d'économie sociale, d'insertion, de commissions paritaires pour des associations qui sont dans la construction et ici de projets territoire zéro chômeur, ce sera les premiers à s'inquiéter des risques de concurrence déloyale, alors que, j'ai une accusation un peu gratuite, mais ça fait quand même 20-30 ans qu'ils organisent la pénurie du secteur. Bien sûr. Là encore récemment, là on est sur le plan de relance wallon, et donc c'est la grosse difficulté, c'est oh mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire? On va devoir rénover toutes les maisons, on ne savait pas. Ça fait quand même 20-30 ans quand tout le monde dit qu'il faut rénover toutes ces maisons, et que sinon on va droit dans le mur, et que les toitures et les machins. Et là maintenant il va falloir les aider pour leur acheter leurs machines et former les gens parce qu'ils n'ont pas vu le truc venir. Bon, il y a un peu du foutage de tronche quand même là-dedans. Donc, la mise en concurrence de voilà. main-d'œuvre qui vient d'ailleurs avec des statuts. Tout à fait. Ou la mise sous indépendant. Vous voyez les stats des secteurs construction. Si vous regardez l'emploi salarié, vous avez l'impression que ça baisse, c'est incroyable. Mais en fait, c'est juste qu'ils sont mis comme indépendants sur le côté et tout ça est organisé. Donc il y a une espèce de. Donc je trouve que les secteurs, et là pour le coup les employeurs, bon voilà, je trouve qu'ils ne sont pas spécialement légitimes. Et en plus de ça, et ça c'est quand même la base, on est sur un public, il faut être un peu sérieux, qui. Alors oui, il y a de la compétence, évidemment, il y a du sens à leur donner de l'emploi, etc., évidemment, mais croire qu'ils seront capables de fournir un service et d'être concurrentiels sur le marché, le vrai marché, vis-à-vis du client, c'est absurde, c'est vraiment absurde. Il y a le temps de formation, il y a le temps d'accompagnement, ça coûte très cher en fait. Donc, oui, si l'entreprise classique se sent en risque pour son activité, parce qu'on développe 2-3 brôles sur le côté avec un peu de demandeurs d'emploi qui vont se former, moi je trouve ça un peu malvenu. Oui, voilà. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Hein. Non. En termes de formation, je veux dire, il est très clair que d'abord les filières de formation dans des métiers manuels, je dirais, c'est pas d'abord dans l'école que ça a existé. Ça a d'abord existé dans la réalité familiale la plupart du temps. Parce que c'était comme ça, les petits artisans, si on monte à 2 siècles, et puis la mise en entreprise, c'est autre chose. Mais finalement, ça s'est continué aussi dans un apprentissage sur le terrain.
Et moi, je pense que c'est pas du tout, en tout cas, nous, on l'a expérimenté comme ça, avec des travailleurs qui ne savaient pas lire ni écrire quand ils étaient chez nous, et puis qui ont appris à lire et écrire pendant les heures de travail. Ils allaient à Alpha 5000, et les autres pareil, mais ils étaient payés. Mais donc, non, ça je ne suis pas d'accord. Et on rencontre, on a eu dans nos associations la visite d'un gars qui veut vérifier les extincteurs, hein, pour Hansul, hein, une grosse boîte, hein, internationale. Eh bien, ce gars il nous a expliqué comment il bossait. Il gagne moins que le Minimex, hein, que le RIS. Il gagne moins que le RIS. Et c'est un chouette gars parce que c'est la première fois avec qui on a pu avoir un échange avec lui comme ça. Et puis il nous a dit, mais vous savez, il nous a dit combien il gagnait. Et s'il veut plus, je dois vendre des extincteurs aux clients. Donc, alors il nous a montré, voilà, votre extincteur ici, ben, il est encore valable, mais je devrais vous dire que vous devez changer. Et les années précédentes, on avait eu un gars qui était venu comme ça, parce que ça, il y a un turnover. Donc ces mecs-là, demain, ils sont coiffeurs, ils vendent des bretelles. Hein. Donc il faut quand même voir clairement, en termes de formation. Hein. Oui, mais donc, et une fois, ce gars, il voulait nous imposer un extincteur qui valait 100 000 balles en francs belges à l'époque, parce qu'on avait une chaudière qui dépassait 70 kW. Voilà. Et ça ne se justifiait absolument pas. Mais s'il était tombé sur un naïf, eh ben, il vendait son truc. Et il arrondissait son salaire, qui est un salaire de misère. Hein. Il pourrait vendre des pizzas, aller porter des pizzas à vélo, il gagnerait autant. Et donc, c'est pour ça, moi je dis, il y a un mythe aussi. Et le mythe, c'est précisément le mythe qui fait partie de la pression qu'on met sur le monde du travail dans son ensemble, et où effectivement, en permanence, on crée des laissés pour compte. Comme on a créé des laissés pour compte dans l'école, on continue à créer des laissés pour compte dans le système de production. Et c'est nécessaire, le système de produit. Il y a un temps d'apprentissage pour pouvoir être en situation d'être concurrentiel. Il faut du temps. La question, du coup, c'est la durée de ces entreprises à but d'emploi, etc. Le problème, mais moi, je reviens avec finalement le rôle dans lequel on t'enferme. Et sans doute que derrière l'objectif de zéro chômeur, il y a cet objectif de dire, à l'inverse de ce que tu disais, est-ce que les gens sont capables ou pas, et que tu poses la question, moi je dis oui, des gens sont capables. Le problème, c'est qu'effectivement, le cadre dans lequel on les installe ne les rend pas capables. Et je pense que quand on te fait bosser dans une EFT, où finalement on te fait comprendre que la valeur de ton boulot, ça ne vaut que 2 € de l'heure, et moi j'ai vu, parce qu'on a des tas de copains qui ont été obligés d'aller bosser dans ces trucs-là, et puis qui ont bossé dans la coop après, et qui disaient, bah tu sais, quand c'était le Tour de France, on regardait le Tour de France. Voilà. Et puis ils venaient avec une petite TV portable pour regarder le Tour de France. Voilà. Mais je dis, la réalité de l'entreprise, c'est pas ça. Mais ils avaient raison, hein, au fait, puisqu'on estimait que ça valait 2 € leur truc. Et avec la menace que s'ils n'y allaient pas pour faire des trucs auxquels ils n'avaient peut-être pas, et ça aussi, c'est un truc qui est intéressant dans Zéro Chômeur, c'est de dire, on ne peut pas forcer des gens à devenir maçons si... On a vu des trucs épiques, nous on a dû aller au tribunal du travail, justement parce que des gens n'avaient pas pu réussir un parcours dans une EFT, alors qu'ils n'avaient pas la santé, tu vois. Un mec qui était diabétique, un jeune au travail à Namur pour ne pas les citer, ben, il bûcheronnait, quoi. C'est un débat super important, parce que la difficulté, c'est que on va pas mettre les gens dans des cases et les enfermer dans un statut, et voilà, évidemment qu'ils évoluent, et qu'ils peuvent et qu'ils doivent pouvoir évaluer. Mais du coup, ça pose la question du sens du projet, parce qu'on veut que ce soit des CDI, ça c'est l'essence même du projet Territoire Zéro Chômeur. Ouais. On peut supposer, si on se met sur une logique de long terme, qu'à 5, 10, 15, 20 ans, l'entreprise s'est développée, les personnes sont là, et donc petit à petit ont acquis une expérience, une compétence, etc. Et alors à ce moment-là, la question de la concurrence avec les secteurs en place peut se poser. Et moi, je la vois plus comme une question qui est quand même encore assez éloignée et lointaine, mais qui pourrait se poser à un moment donné. Et c'est aussi pour ça que vous avez des opérateurs, et c'est pas anodin, de l'économie sociale d'insertion, qui disent « nous on veut bien être dans le cadre actuel, dans du cadre temporaire, parce que ça justifie justement le fait qu'il y ait du soutien financier, parce qu'il n'y a aucune entrave possible à la concurrence avec les secteurs classiques, vu qu'on est avec un public en formation, et voilà, qui ne va pas être productif comme dans le secteur privé. Moi j'avais une question pour toi Lucas et pour toi André, parce que moi je trouve vraiment que de l'extérieur quand même, Territoire Zéro Chômeur, ça, je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Philosophiquement, je trouve que déjà poser le terme en soi
et que ça se fasse, en soi idéologiquement parlant, il faut déjà le faire, quoi. Je pense que ça le mérite au moins d'être dit, ce qui n'est pas rien. Ensuite, évidemment, une fois qu'on plonge dans la réalité, c'est effectivement éminemment complexe et on voit qu'il y a des jeux en fait du capitalisme, etc., qui se révèlent et qui peuvent faire parfois pire que bien, pire que mieux que bien. La vraie question, c'est quand même, quand on voit l'évolution du cadre du travail, comme mon ami ici dit à côté, c'est qu'on est quand même dans une dynamique d'activation des personnes, et en même temps, donc on met ça en place et en même temps, on limite les allocations de chômage dans le temps. On va remettre, on pousse à des personnes qui ont des lourds handicaps à retrouver un emploi, je ne parle même pas de travailler. Je dis, pour moi, le bas blesse, c'est là qu'est le bas blesse en réalité. Que des gens soient, entre guillemets, pendant 20 ans, 30 ans, toute leur vie au chômage, en soi, c'est pas un problème si les gens savent vivre correctement. Le problème, il n'est pas là. On peut se développer ailleurs que dans l'emploi. Pour moi, le problème, c'est que les personnes les plus précarisées sont souvent, évidemment, celles qui n'ont pas d'emploi, celles qui touchent un revenu d'intégration, qui ne peuvent pas se chauffer, qui ne peuvent pas soigner, qui ne peuvent pas... Et je multiplie les cases. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que c'est ma réflexion, hein, c'est que ce genre de choses détourne un petit peu l'attention sur une bonne idée, et en même temps, du coup, mais qu'en même temps, on laisse tous les phénomènes qui paupérisent les gens continuer, quoi. Je parle vraiment du cadre de la Belgique. Or, et c'est le côté paradoxal, si effectivement, même en Belgique, si on pouvait avoir des territoires zéro chômeur, où, du coup, quand les personnes s'inscrivent dans cette dynamique-là, on les emmerde plus avec le chômage, on relève le chômage, ils sont plus activés, on ne parle plus de tout ça, ils ont un salaire, et un salaire correct, évidemment, parce que c'est du pain béni aussi, si c'est payé au SMIC, c'est du pain béni pour les employeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pression sur l'emploi dans la région dans laquelle est concerné le territoire zéro chômeur. Ça fait les affaires de tout le monde pour des emplois en plus qui coûteront moins cher si ces mêmes personnes sont employées par les services communaux, par exemple. Donc c'est un peu ce côté un peu dingue que vous expliquez bien. Mais voilà, donc à un moment donné, le côté intéressant, il est là, c'est comment aussi on peut, et ça j'aimerais vraiment d'avoir aussi l'avis de la CC là-dessus, c'est... voilà, on dit ça évidemment parce qu'on sait qu'au niveau de la CC, c'est des questions qui se posent. On voit bien à quel point au niveau du forum Onem, qui fait Bourrico maintenant, et puis nous avait toujours dit que ce ne serait jamais le cas. Par rapport à ces questions-là, je veux dire, on propose quelque chose, mais on ne s'attaque pas au reste. Et donc voilà, donc est-ce qu'il est mis quelque part dans le cadre bruxellois wallon que si on devait en arriver là, parce que si à un moment donné le gouvernement, même régional, on arrive à dire oui, c'est qu'il y a c'est peut-être intéressant aussi pour eux, financièrement peut-être globalement, j'en sais rien, mais si ça ne change rien pour les travailleurs dans l'absolu, et pour l'employeur, c'est quelle serait la plus-value, tu vois? Il faut faire attention parce que d'abord, l'idée est bonne en soi. Donc c'est ça, je crois que là-dessus, du point de vue syndical, on n'est pas en... On a peur de certains éléments, on est attentif il y a un peu tout ce que j'ai dit, et il y a sans doute plus d'inquiétude à Bruxelles parce que le contexte est autre évidemment qu'en Wallonie, mais sur les principes de base, le fait de remettre en avant les garanties d'emploi, évidemment qu'on est à fond pour. Donc on a d'office soutenu ça. Maintenant, il ne faut pas être naïf, il n'y a pas eu d'enthousiasme politique en Belgique francophone. Alors il y a quelques personnalités qui ont poussé. À Bruxelles, pour être clair, s'il n'y a pas Grégoire Chapelle qui, à titre personnel, est très engagé là-dessus et estime que c'est une bonne chose, on n'en parlerait déjà plus. C'est lui qui a, avant de partir, promu le fait en interne et qui a déposé ça en cadeau pour le suivant. Et puis il se trouve qu'il y a un ministre de l'Emploi qui s'assied dessus, mais peut-être que l'histoire aurait été différente s'il était encore là. Donc c'est vraiment lié à des personnalités. Et du côté wallon, Montréal, voilà, Robert ça comme ça, c'était quand même un moyen pour... allez, on va vite faire un petit appel à projet, histoire de dire qu'on a fait quelque chose, mais... On n'est pas du tout, enfin, je ne pense pas caricaturer, je ne pense pas que du côté wallon et du côté de Montréal, ils aient vraiment intégré la logique du projet tel qu'elle est conçue. Ceci dit, est-ce qu'en France, elle est appliquée selon le principe même du projet? Je ne suis pas sûr non plus. Hein. Il y a aussi des écarts avec la théorie en France. Donc en théorie, oui, mais même en France, ce n'est pas aussi évident. Donc voilà, donc là-dessus, on pousse parce que
philosophiquement, c'est dans le discours, dans le débat, c'est important de rappeler qu'il y a des possibilités, que personne n'est inutile employable. Enfin, dans le contexte actuel de discours anti-chômeurs et machin, tout ce qui passe, c'est bon à prendre, j'ai envie de dire. Donc nous, on est plus dans cette logique-là. Est-ce que du coup, ça veut dire que si on soutient ça, on fait plus de la critique de l'activation, la critique de l'activation des malades? Maintenant, évidemment que si. L'un n'empêche pas l'autre, hein, clairement pas. Mais c'était pas mon propos. Hein. Ah. Mon propos, c'était pas du tout ça. C'était de se dire, est-ce que c'est pas un cheval de Troie, quoi? En gros, si on envoie ça, à un moment donné, au niveau politique, hein, je parle pas au niveau de la CSC. Pas plus, en quoi je le serais par rapport à ce qui existe en économie sociale d'insertion? Bah oui. Non, alors c'est un petit truc en plus, mais C'est un qui va petit truc en pas. plus, alors on est pas d'accord. De toute façon, les budgets étant ce qu'ils sont, on va pas définancer totalement ce qui existe et on va pas développer un truc qui va grossir trois fois plus que l'économie sociale d'insertion qui existe. Hein. On n'en est pas là, donc c'est ça aussi. On reste sur quelque chose qui va être de l'exemplarité et je crois qu'on va essayer de montrer au niveau local et peut-être que du coup politiquement certains vont se dire ah tiens, on devrait peut-être aller plus loin. Ça c'est le grand espoir. Mais j'ai aussi l'impression qu'au niveau wallon, ils vont dire on va faire une expérimentation pendant 3-4 ans et puis après on va dire on passe à autre chose. Et donc dire aux gens, vous avez droit à un CDI de 3 ans. Tandis qu'en France, bon, il y a tout l'association Territoire Zéro Chômeur et le fonds d'expérimentation qui, eux, travaillent pour justement pérenniser le projet et faire en sorte qu'il puisse être étendu. C'est quand même une des différences fondamentales où on sent vraiment que c'est porté par l'associatif en intelligence collective, j'ai envie de dire, du côté français, et que ce côté-là, on le nie complètement du côté belge. Et que la place de la personne qui est centrale du côté français aussi, où c'est elle qui est porteuse du projet, qui réfléchit au projet, etc., à créer son emploi, ben on ne retrouve pas non plus ce pendant-là dans le projet wallon, bruxellois. oui, après c'est comme dans toutes les luttes sociales, c'est toujours des convergences d'acteurs voilà, qui font avancer des trucs. Est-ce qu'il y en a assez du côté francophone pour porter ces débats-là? Ça c'est une vraie question, moi je suis pas sûr. Puisque le secteur associatif regarde ça avec un peu de méfiance, parce que voilà, c'est un truc nouveau qui peut aller sur le plate-bande. Si vous interrogez les FGTB, c'est quand même pas simple. Alors qu'en théorie, on devrait pouvoir se dire que ce serait quand même de gros alliés, mais c'est pas nécessairement le cas non plus, donc c'est pas simple, et niveau politique, n'en parlons pas. Voilà notre enthousiasme qui en a pris un coup. Ah pardon, non mais il faut être enthousiaste sur l'idée, sur le projet. Enfin, mais il faut être enthousiaste sur les questions que ça soulève. Oui, tout à fait. Ça. Et puis il y a des exemples en lutte, en résistance. C'est ça la question. Après ça ouvre des brèches, hein. Ça ouvre des brèches par exemple sur un projet que j'adore sur Bruxelles, et j'espère que vous allez, je crois qu'il a été mis en route, j'espère chez vous aussi du côté wallon, c'est la méthode IOD, l'intervention sur l'offre et la demande, où on inverse la logique. Donc c'est un forêt que ça a été initié, maintenant le tir continue ça. L'idée, c'est de considérer que, on évite les CV. Plus de CV. Déjà ça, c'est une révolution. On estime qu'il n'y a plus besoin de CV. Plus de recherche d'emploi. La logique, c'est, il y a une structure intermédiaire, ici c'était une mission locale qui jouait ce rôle-là, mission locale de forêt, qui va constater au niveau local quels sont les besoins d'emploi, qui va questionner ce que vraiment ça veut dire, parce qu'on voit que derrière les offres, en fait, c'est le mouton à 5 pattes, mais quand on regarde vraiment ce qu'ils ont besoin, en fait, ils ont besoin de ça. Et puis eux font le travail avec leurs demandeurs d'emploi, d'essayer de voir qui pourrait correspondre, et puis de questionner la personne sur ce qu'elle pense pouvoir faire. Pas quel est ton diplôme, quelle est ton expertise, ton ancienneté, ton machin. Non, c'est toi. Est-ce que toi, tu penses que tu sais faire ça? Avec des mots qui sont adaptés au réel, quoi. Ben, du coup, ça permet d'atténuer les trucs, et l'expérience fonctionne super bien. Et maintenant, il faut travailler les clichés, les préjugés, mais là aussi, c'est un exemple très concret où on dépasse le cliché des personnes qui sont chômeuses, qui sont nécessairement pas employables, pas compétentes, si elles sont pas trilingues et qui n'ont pas 10 diplômes. Ben non, il n'y a pas besoin. Et cette expérience-là le montre très très bien. Et il y a des retours d'employeurs, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'il faut entendre la mission locale évoquer les retours d'employeurs qui au début ils vont un peu comme ça, hein, et puis qui en fait se rendent compte de l'intérêt pour eux, parce qu'ils se retrouvent avec des personnes qui en plus ont plutôt vraiment envie, qui sont motivées. Il y a un accompagnement derrière. D'un point de vue syndical, c'est intéressant aussi parce que les gens ne vont pas faire grand-chose puisque l'accompagnement se poursuit quand même dans les premiers mois, donc on n'abuse pas trop.
Parce qu'il y a cette présence intermédiaire. Donc voilà, je crois que ça ouvre des brèches, quoi. C'était dans quelle commune, ça? Forêt, la commune de Chapelle, c'est pas pour rien. Mais ça s'inscrit comment exactement la méthode? Enfin, vous dire, c'est le terme exact, c'est l'intervention sur l'offre et la demande. Comment est-ce que ça s'articule concrètement entre les entreprises, l'accompagnement et les chômeurs? Enfin, comment ça se passe en fait? Eh ben, c'est vraiment, donc c'est la structure intermédiaire qui fait le relais. Donc ça veut dire que c'est la structure, donc l'ASBL. C'est qui? C'est une ASBL? Ici, c'est une mission locale. Ah, ok. Après, il faut voir comment Actiris développe ça sur Bruxelles. Mais au début, c'était une mission locale, qui est historiquement française, hein, mission locale jeune. Et donc c'est elle qui fait le travail avec les employeurs au niveau local, et puis c'est elle qui fait le travail avec les chercheurs d'emploi, et puis elle les met en lien. Et donc elle va aller avec une personne, puis avec une autre. Et donc ça veut dire que la sélection, c'est l'intermédiaire qui le fait. Et c'est ça aussi qui est dingue dans le projet, c'est qu'après, l'employeur est obligé de prendre la personne qu'on lui amène. Hein. C'est pas l'employeur qui choisit. Ok. Donc, Mais c'est un vrai on va accompagnement là, dans ce sens. et puis après, ouais. Donc, et là-dessus, l'employeur n'a pas de gain financier. C'est. Donc oui, c'est ce cas-là qui s'épuise à faire de la ressources humaines en interne, ou sous-traiter ça, et c'est quand même plus sympathique que les agences d'intérim. Donc voilà, donc ça ouvre des brèches quand même, et dans cette même logique de garantie d'emploi, de personnes utiles employables, et aussi il faut de l'activité qui corresponde aux besoins des gens, et parfois il faut la réguler et en faire, et puis parfois on se rend compte qu'il y a de l'activité qui existe, et qui pourrait déjà se faire avec des gens qui sont au chômage, mais c'est juste que les préjugés font qu'on la laisse de côté, parce que le CV n'est pas bon. Enfin, voilà, cet exemple-là montre qu'en fait le CV ne dit rien. C'est une sorte d'agence matrimoniale pour l'emploi. C'est ça. C'est exactement ça. Sauf que l'employeur ne peut pas refuser. L'employeur peut pas refuser et la personne doit... Il ne se rencontre pas. C'est ça. Il se rencontre pas. Après, l'intermédiaire doit jouer son rôle, donc il ne va pas lui mettre... Et est-ce que la personne peut refuser? Oui, Pour jouer l'avocat du diable, ça laisse un grand pouvoir au médiateur par rapport aux différentes personnes qui pourraient être les heureuses et les heureux élus, et puis il n'y a pas de transparence sur le, comme si on avait une dans les exemples. Non, mais il n'y en a pas non plus là-dedans, quoi. Imaginons que sur un territoire, ce médiateur ait quelques profils qui pourraient correspondre. Qu'est-ce qui va lui faire choisir l'un plutôt que l'autre? C'était la grosse critique que j'avais, c'était même pire que ça, c'est que finalement c'est lui-même qui fait la sélection entre les chômeurs, et donc c'est lui-même qui choisit qui est bon, qui est... Et en ça, tant qu'on est en chômage de masse, c'est dégueulasse. Donc c'est ça qui est un peu... Mais voilà, c'est des petites... Pour aller dans le sens, dans le sens de cette réflexion-là, dans le rapport général de 92-94 aussi, dans le chapitre emploi toujours, on avait fait référence à une étude qui avait été faite par RTA. RTA, c'est l'ancêtre de Canal C à Namur, qui est radio, télévision, animation, etc., qui faisait des formations avec les gens d'emploi pendant des années. Hein. Et en fait, ils avaient fait une analyse sur, finalement, le niveau d'exigence pour entrer dans certaines offres d'emploi, etc. Non, ils se rendaient compte qu'en fait, j'ai plus le chiffre en tête, mais en tout cas, c'était plus de 50% des emplois dans la province de Namur qui avaient été mis sur le marché, etc., qui n'exigeaient aucune qualification particulière. Et ce qui vérifiait cette donnée-là, c'était aussi le turnover sur les postes d'emploi. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne nécessitait pas. Et donc, tout ce qui était finalement du mythe de la formation, etc., poussé, etc., était très relatif, quoi. Très relatif. Mais donc, c'était intéressant. D'ailleurs, les intérims, enfin, je veux dire, le gros sou des intérims, c'est aussi pouvoir faire circuler une main-d'œuvre qui est polyvalente, mais aussi dans des tas de postes qui sont pas nécessairement du travail valorisable, etc., valorisé, avec tout ce qu'on veut, hein, mais je veux dire, c'est de l'emploi, quoi. C'est pas du travail nécessairement, c'est de l'emploi. Voilà. Mais, non, moi je crois que en tout cas, c'est important devant des projets pareils, mais au même titre que tout ce qui était mis dans l'insertion, les titres de service ou des machins pareils, c'est important en tout cas de comprendre quelles sont toutes les fonctions cachées et finalement les dysfonctionnements que ça peut produire par rapport à d'autres trucs. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des réflexions que vous avez envie de partager? Je voulais juste poser une question. Si j'ai bien compris le principe, les personnes sont créatrices de leur propre emploi parce qu'elles aiment faire ce
qu'elles sont capables de faire, quelque part, c'est un peu leur ôter le côté pénible et rédhibitoire du travail, en mêlant en expliquant qu'on peut travailler en faisant quelque chose qui nous épanouit. Mais alors pourquoi se limiter à des personnes qui sont sans emploi? Pourquoi est-ce que ce n'est pas une vision un peu plus large alors du monde du travail? C'est universel. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Oui. La discrimination, je crois qu'il y a un souci de discrimination positive à un moment, de se dire on va quand même essayer de trouver du pôle pour ceux qui n'en ont pas. Il y a peut-être ça. Mais oui, en théorie, ça pourrait être accessible. Mais quand même, je crois que l'idée, c'était la question de l'autonomie, de l'autonomisation des personnes, de les responsabiliser. Ils sont adultes, les chômeurs sont infantilisés. Plus ils sont de longue durée, plus c'est les gamins Je crois qu'il y a un côté, on va faire l'activité avec toi et que tu sois acteur du processus. Et ça, c'est vrai, pourquoi pas dans le réseau privé? Oui, je crois que c'est aussi une manière, c'est d'éducation permanente au sens noble du terme, finalement, hein, c'est d'associer dans le truc. Mais moi, ça n'exclut pas que ça pourrait être infantilisant quand même. Ce processus, la mise en place de ce processus, par exemple, des personnes qui sont un peu hors cadre, parce que justement, qui sont parfois chômeurs de longue durée, parce que justement, ce cadre, accompagnement, etc., enfin, ils n'y arrivent pas. Ça reste la logique de l'accompagnement, en fait. Vraiment. Ouais. Maintenant, c'est ouvert à toute personne qui est sans travail depuis 1 an. Donc ça 1 an en France et 2 ans en Belgique. En Wallonie, 2 ans, dans la vie. Mais bon, il n'y a pas d'autres conditions. Donc, quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas de revenus, peut très bien rentrer dans ce dispositif. Ce n'est pas uniquement des gens très éloignés de l'emploi. Mais est-ce que la question de l'infantilisation, ça ne peut pas aussi se modérer avec la gouvernance Ils sont impliqués dans la gouvernance. Ouais, je crois que c'est quand même une dynamique. Quand on dit, ben voilà, quand on rend aux personnes la capacité à réfléchir sur les besoins du territoire en fonction de leur expérience de vie dans le territoire, j'ai pas l'impression que ça infantilise, mais après, voilà, c'est vrai que pouvoir en pratique. Et c'est ça, c'est sur la Maintenant, en France, ils ont pêché au départ avec un encadrement insuffisant. Donc, une entreprise à but d'emploi, l'idée c'était d'engager un directeur pour diriger l'entreprise, et puis vous aviez à côté de ça, vous aviez 80 personnes qui étaient des personnes privées d'emploi. Donc il y a un encadrement qui était déjà très minimum, et donc ils ont dû, ça a posé problème, mais ils ont dû apprendre aussi à se gérer entre eux. D'autres réactions? Alors, j'avais juste envie de... On est bien dans tout ce qu'on dit, dans le fait qu'il faut mettre les gens à l'emploi. C'est clair, on n'est pas dans l'idée... voilà, c'est une démarche libre. Oui, ça oui, mais donc dans la démarche, c'est dire qu'il faut quand même qu'on leur donne la possibilité de pouvoir rentrer dans le marché de l'emploi, c'est ça. C'est l'idée que ça reste une philosophie où l'emploi est primordial. Alors qu'on essaye de sortir un peu parfois, de se dire, et notamment l'allocation universelle ou d'autres choses comme ça, sur lesquelles on n'est pas d'accord non plus, mais dire de sortir d'une dynamique de tout le monde à l'emploi, parce que c'est la seule chose qui permet de s'épanouir dans la vie. Mais là, on n'y est pas. Mais voilà, donc ça aussi, c'est une autre manière de voir les choses, c'est de dire que l'emploi n'est pas la seule chose qui permet. Moi, je vois, dans un de mes groupes où on travaille sur le bénévolat, il y a des gens à La Rochelle qui sont dans un bénévolat, qui sont... Alors bien sûr, je suppose qu'ils sont sans CPS ou bien... et qui sont épanouis. Alors, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut. Je dis simplement aussi qu'il y a une autre manière de voir la société, mais on en est loin, de dire que l'emploi n'est pas la seule chose. Voilà. Mais ça ne participe pas à ça. Mais c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas non plus dans une philosophie comme ça où on peut trouver son épanouissement autrement que dans l'emploi.
Là-dessus, du côté syndical, on reste quand même assez traditionnel. Oui, mais ça c'est bien, mais la société, elle est comme ça. Et je ne sais pas si c'est un tort, mais tout dépend d'eux, parce que si l'emploi est à mi-temps considéré comme temps plein, c'est encore autre chose. Moi, c'est mon idée. Tout le monde doit être à 20 heures semaine pour moi. C'est pas pareil. Donc ça dépend. C'est pas le cas. Non, mais bientôt. La réduction du temps de travail, ça veut dire quoi? C'est un autre débat relancé. Ouais, c'est ça, tout ça, ça. On le verra. Pour moi, il est crucial, parce qu'il rencontre davantage cette préoccupation-là, je trouve. participe Que... de ça. Enfin, faire 38 heures. Bah, je propose alors qu'on clôture tout doucement la rencontre s'il n'y a plus de réaction. Mais j'aurais peut-être envie de vous demander peut-être le petit mot de la fin. Finalement, à leur territoire zéro chômeur, on garde, on jette, on en fait quoi? Comment? C'est pas un petit mot peut-être. On garde en faisant attention à ou on ne garde pas parce attention, on que... fait des évaluations, mais moi j'ai des craintes par rapport à ce qui se profile en Belgique, ça c'est clair. Donc, il faut garder dans l'idée, parce que c'est un élément de débat dans la vie publique qui est important. Il y en a quand même peu qui permettent d'arriver avec assez de fierté, de dire attendez, il y a des exemples, même si bon, et de porter ça au niveau public, je crois que c'est vital. Vu le contexte anti-chômeur, ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est apprendre et pas apprendre. Et alors un petit point d'attention qui est particulier à ce projet, on l'a dit, c'est la place des personnes qui participent. Ça c'est vraiment important, mais il y a un truc qui est vraiment important pour moi, c'est les hors radars que vous citiez en début de rencontre ici. Ça c'est vraiment un point qu'il ne faut pas perdre de vue. Le fait est que dans les faits, il est perdu de vue, alors que c'est pour moi un des points majeurs de cette idée. C'est qu'on ne s'adresse pas nécessairement à des personnes qui sont dans un statut très précis, dans une case qui existe. Nous, on s'adresse à tout qui, et donc y compris tous ceux qui n'existent pas dans nos statistiques. Et il y en a de plus en plus du fait de l'activation, d'exclusion, etc. Il y en a de plus en plus. Donc si on manque cette étape-là, et pour l'instant c'est le cas, mais donc après l'évaluation, j'espère qu'on fera cette évaluation-là et qu'on y pensera pour la suite, mais si on manque ça, alors on aura perdu beaucoup, parce qu'on sera vraiment dans une logique, oui, de travail avec ceux qui sont déjà là, avec lesquels il y a déjà les processus d'activation, et donc on aura effectivement mis de côté tous ceux qui petit à petit sont évacués de l'ONEM et des CPS par la voie de l'activation sanction. Là, ce serait terrible, parce que là, dès le départ, on s'amputerait d'un des objectifs majeurs de ce projet, je trouve. Donc voilà, c'est un point d'attention. Les hors radars. Je n'ai même pas parlé des sans-papiers là-dedans. Oui. On aurait pu. Voilà. Ok, ben merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup.